Donc, une salle Picasso dans le musée Servoz, parce qu'il y avait une relation particulière entre Servoz et Picasso. C'était deux artistes, un éditeur, un artiste qui se connaissaient bien. Alors, Picasso est pratiquement le dieu tutélaire des cahiers d'art. À partir de 1929, il a demandé à Servoz de dresser le catalogue photographique, pas le catalogue raisonné, de toutes ses peintures et de tous ses dessins. Servoz est désemparé parce que c'est pratiquement impossible déjà à l'époque de rassembler autant de photos. Mais il va essayer, il va relever le défi et il va publier le premier volume en 1932. C'était les tableaux de jeunesse. Ça, c'était assez facile. Picasso avait dû récupérer une partie des dessins de son enfance que sa mère avait eu l'imprudence de céder à des marchands. Il avait récupéré la chose devant les tribunaux et le matériel était presque prêt pour l'édition. Quand il s'agit de faire le catalogue sur le cubisme, ça a été beaucoup plus compliqué. Et Servoz va mettre pratiquement 12 ans à collectionner les tableaux de cette première période de 1908 à 1918. Puis il va faire 2 volumes. Et il va les faire au cours de la Deuxième Guerre pendant l'occupation. Et Servoz, à cette époque-là, rencontre très très souvent Picasso. Picasso est donc rue des Grands Augustins et Servoz est juste à côté, rue du Bac. Et ils passent beaucoup de temps ensemble. C'est une période où il y a une certaine familiarité renforcée par l'amitié que le peintre porte à Éluard et Éluard à Servoz. C'est une grande période des relations picassiennes avec les cahiers d'art. En 1946, Servoz va perdre l'amitié de Picasso pour différentes raisons. L'une, Servoz dit que la guerre ne s'est pas passée comme les journaux américains le racontent. Et c'est très vrai. Mais aucun d'entre eux n'a été, j'allais dire, sollicité d'une manière extrêmement compromettante par les Allemands ou par les occupants. Mais chacun a continué à faire son travail pendant la guerre sans rencontrer énormément de difficultés. Et ceci dit, Servoz va continuer à faire le catalogue raisonné de l'œuvre de Picasso jusqu'à sa mort. Il y aura 20 volumes qui vont paraître de cette publication à sa mort. Ensuite, il y en aura 13 autres. Donc la collection des 33 volumes fixait pratiquement en 1978 la collection des œuvres peintes de Picasso, mais ce n'était pas achevé. Picasso qui est d'ailleurs venu à Vézelay justement passer quelques jours ou une journée. Peut-être 2. Peut-être 2. Donc, non, ça c'est une chose qui est assez curieuse. C'est en 1938, Picasso est légèrement inquiet. Il a entamé une procédure de divorce avec Olga. Et il rencontre la méfiance des marchands qui se disent « Mais mon Dieu, si nous achetons des Picasso, Olga, si elle obtient le divorce, elle aura peut-être des droits sur les tableaux que nous achetons. » Et pour contourner cette espèce de menace, les Servoz avaient accueilli avec Picasso et Dora, quand ils sont venus à Vézelay, 2 grands collectionneurs. L'un est un Italien, Carlo Fuadangeli, un riche industriel, et son ancienne épouse, Marie Callery, qui va faire une des plus grosses collections, une des plus belles collections de Picasso de 1938 à 1940. Et Picasso n'est pas le seul artiste espagnol qui est présent dans ce musée, puisqu'il y a des œuvres de Miró, de González, donc les artistes espagnols sont aussi très bien représentés. Et ils sont d'autant mieux représentés qu'ils ont trouvé en cahier d'art, en 1936, l'endroit pour organiser une exposition de protestation contre ce qui se passait en Espagne. C'était la première exposition en 1936, en juin 1936. Il y a Fernandez, González, Miró et Picasso. Et c'est des sculptures de Picasso qui sont produites dans cette exposition. Ensuite, il y aura plusieurs expositions Picasso. Le Guernica va être publié superbement par Servoz, mais en même temps, c'est le Secador de Miró. C'est, j'allais dire,
Et après l'arrivée, après la déroute, si vous voulez, des Républicains, vont arriver à Paris un certain nombre d'artistes qui vont être pris en protection, sous la protection de Picasso. Le plus connu, c'est Lame. Lame arrive à Paris, et qu'est-ce que fait Picasso? Il l'accueille, et il l'envoie à Yvonne Zervos en lui disant de s'occuper de Lame, de publier des choses de lui, et d'organiser des expositions avec Pierre Loeb. Une chose étonnante dans ce musée, c'est qu'on peut côtoyer l'art moderne des années 20, 30 jusqu'aux années 70, mais aussi en même temps l'art des Cyclades, puisque vous exposez aussi des pièces qui ont pour certaines 5000 ans. Oui, mais ça n'a rien d'impossible, étant donné que Zervos avait publié dès 1933 un recueil où il voulait déstabiliser la vision que nous avions d'une Grèce néoclassique, toute dans Praxitèle ou dans Phidias. Là, il avait fait déjà un travail un peu d'iconoclaste, puis ensuite il avait publié une chose également sur la Mésopotamie, qui a eu beaucoup de succès pendant la guerre. Là, dans la publication L'art de la Mésopotamie pendant la guerre, vous allez voir Picasso prendre peut-être l'idée de l'homme au mouton, de la selle de bicyclette, avec les cornes, le taureau, et d'autres choses comme ça qu'il démarque à la fois consciemment ou inconsciemment de la fréquentation de ce livre. Matisse transforme en gravure des photographies qui lui plaisent. C'était le rapport, si vous voulez, des choses qui étaient diffusées par Zervos sur certains sujets, qui étaient récupérés par les artistes qui en faisaient leur bien.